Bonjour à toutes et à tous. Je commencerai à faire un panorama des actualités du ministère des Armées. Nous aurons ensuite au programme le général de division aérienne Vincent Breton qui sera notre intervenant pour notre focus thématique. Donc le général Breton est directeur du Centre interarmé de concept, de doctrine et d'expérimentation, le CICDE. Et ce centre est un véritable observatoire de l'évolution de la conflictualité armée. Il est chargé d'analyser les guerres d'aujourd'hui et de penser les guerres de demain. Sa mission se décline dans 4 domaines: la doctrine, la prospective opérationnelle, le wargaming et le retour d'expérience. Et c'est à ce titre que le général Breton nous présentera les enseignements tirés par les armées françaises concernant l'utilisation de drones dans le conflit en Ukraine. Enfin, le colonel Guillaume Verdet, porte-parole de l'état-major des armées, fera le point sur les opérations militaires françaises. Avant d'aborder les actualités du ministère, revenons sur le déplacement la semaine dernière du ministre des Armées en Asie du Sud-Est. Après une première étape au Vietnam où il a échangé avec son homologue, le ministre était en Indonésie pour y signer une lettre d'intention portant sur l'acquisition future par Jakarta de Rafale, de frégates légères, de sous-marins Scorpène et de canons César supplémentaires. À Singapour, le ministre a participé au Shangri-La Dialogue. Il a pris part à une table ronde consacrée aux défis de sécurité dans les nouveaux espaces de conflictualité, le cyber, les fonds marins, l'espace et le champ informationnel. Le ministre des Armées a rappelé qu'il était essentiel pour faire face à ces défis d'organiser nos alliances et coopérations industrielles avec les partenaires les plus capables. Il faut être en mesure de se protéger sans s'interdire de riposter face à ceux qui nous agressent. En marge du Shangri-La Dialogue, le ministre a également signé des accords visant à renforcer la relation de défense entre la France et Singapour, et il s'est entretenu avec ses homologues australiens, japonais, malaisiens, philippins et singapouriens. Ces échanges furent l'occasion pour le ministre des Armées de rappeler que la France restera une puissance déterminée, responsable, résiliente et solidaire envers nos partenaires pour la stabilité de la zone Indo-Pacifique et notre sécurité collective. De retour en France, le ministre a présidé hier une prise d'armes dans la cour d'honneur des Invalides à l'occasion des 20 ans du service d'infrastructure de la Défense. Le SID construit, entretient et administre l'ensemble du domaine immobilier et des infrastructures du ministère en métropole, en Outre-mer et à l'étranger. Il assure également le soutien au stationnement des forces en opération extérieure. En 2024, ce sont ainsi 250 opérations majeures qui ont été livrées par les 6400 agents de ce service. Le ministre est présent aujourd'hui à Bruxelles pour participer à la réunion des ministres de la Défense des pays de l'OTAN. Il échangera au cours de la journée avec ses homologues allemands, britanniques, canadiens, lituaniens et ukrainiens. Il se rendra ensuite demain aux commémorations du 80e anniversaire du débarquement en Normandie. Il participera notamment à une cérémonie au cimetière américain de Colville, aux côtés du secrétaire d'État à la Défense, américain. Il présidera également une cérémonie de l'école des fusiliers marins et commandos. Quelques jours plus tard, une autre cérémonie se tiendra à Paris aux Invalides, le 10 juin à 18h. Le chef d'état-major de l'armée de terre, le général d'armée Pierre Schill, y présidera une cérémonie exceptionnelle pour le 70e anniversaire de la 7e brigade blindée. Cette brigade a été créée en 1955. C'était alors une unité expérimentale qui combinait innovation, mobilité et puissance de feu grâce notamment à son équipement, les nouveaux engins blindés de conception nationale EBR et AMX. Et jusqu'à aujourd'hui, la 7e brigade blindée entretient cette culture de l'innovation. Et c'est pour célébrer cet esprit novateur que l'unité organise un colloque dédié à ce sujet le 10 juin. Donc ce colloque débutera à 19h. Il sera divisé en 2 tables rondes. La première sur l'innovation technologique au service d'une brigade de décision et l'autre sur les innovations de rupture, perspectives pour le combat du futur. Les 2 événements seront ouverts à la presse et si cela vous intéresse, n'hésitez pas à vous rapprocher du CIRPATER. Autre événement consacré à l'innovation. Du 11 au 14 juin, le ministère des Armées participera au salon Viva Technologie qui se déroulera au parc des expositions de la Porte de Versailles à Paris. En prenant part à ce rendez-vous de l'innovation technologique, le ministère présentera ses nouveautés dans le domaine de la cyberdéfense,
de l'intelligence artificielle, de la lutte informationnelle, de la robotique, du new space, du quantique ou encore du wargaming. Plusieurs porteurs de projets seront présents sur le stand du ministère des Armées. Ils seront notamment issus de la Direction générale de l'armement, l'Agence Innovation Défense, l'Agence ministérielle de l'intelligence artificielle de défense ou encore la DIRISI. Et les journalistes qui souhaitent venir visiter le stand du ministère, ils sont bienvenus, mais il faut pour ça qu'ils s'accréditent auprès de Viva Technologies. Toujours dans le domaine de l'innovation, les 11 et 12 juin, 2 événements de type hackathon seront organisés sur la base 125 d'Istres dans le cadre de la politique de modernisation de l'armée de l'air et de l'espace. Pour rappel, un hackathon, c'est un événement collaboratif de courte durée au cours duquel les participants conçoivent des projets innovants. Le réseau informel des labs de modernisation de l'armée de l'air et de l'espace, baptisé Constellation, organise un challenge dans l'objectif de promouvoir l'innovation et la collaboration entre les différents labs. Simultanément, l'armée de l'air et de l'espace organise un simplificathon pour promouvoir la dématérialisation et la simplification des procédures. En favorisant aussi ainsi l'innovation, la collaboration et la simplification, ces événements visent à améliorer le quotidien des aviateurs ainsi que l'environnement de travail et la performance opérationnelle et collective. Passons maintenant à la préparation opérationnelle. Du 16 au 20 juin, l'Académie de santé des armées organise au camp de la Valbonne l'exercice annuel de médecine du combat Exosan. Une centaine d'élèves, médecins, pharmaciens et infirmiers militaires de l'école du Val-de-Grâce, dont une dizaine d'étrangers, seront immergés dans un scénario réaliste de guerre de conflit de haute intensité. À travers 12 ateliers, notamment consacrés au combat urbain, à la guerre de tranchées ou à la transfusion sanguine en zone de combat, les élèves seront formés à la prise en charge des blessés en conditions extrêmes. L'armée de l'air et de l'espace prépare aussi à la haute intensité, en participant du 14 au 28 juin l'exercice international Atlantique Trident 25 qui se déroule cette année sur plusieurs sites militaires en Finlande. Les aviateurs français seront déployés aux côtés de la force aérienne finlandaise, de l'US Air Force et de la Royal Air Force. Pour cette édition, la France mobilise 6 Rafales, un A400M, un E3F AWACS ainsi que le 25e régiment du génie de l'air. Dans la continuité de la mission Pégase Grand Nord 25, cet entraînement de haut niveau a pour objectif d'améliorer l'interopérabilité entre les alliés ainsi que leurs connaissances mutuelles, tactiques et techniques. Atlantique Trident vise également à renforcer la réactivité des unités opérationnelles et de soutien sur des missions de haute intensité à travers la mise en place d'un centre logistique commun. Revenons en France, à Nice plus spécifiquement, où se déroule du 9 au 13 juin la 3e conférence des Nations Unies sur l'océan. Cette conférence est organisée par la France et le Costa Rica. Elle rassemblera les 193 États membres ainsi que des scientifiques et des représentants de la société civile. Pour renforcer la sécurité de l'événement, l'armée de l'air et de l'espace met en place du 8 au 13 juin un dispositif particulier de sûreté aérienne, DPSA, dans la région niçoise. Il sera complété d'un dispositif particulier de sécurité maritime, DPSM, déployé par la Marine nationale. Le DPSA mobilisera différents moyens aériens déployés ou mis en alerte renforcée, tels que des hélicoptères Fennec, des Rafales de la base aérienne 115 d'Orange, un E3F AWACS de la base aérienne 702 d'Avord, ou encore des moyens de lutte contre les drones. Le DPSM mobilisera quant à lui une trentaine de moyens nautiques et aériens, dont une frégate de défense aérienne, des patrouilleurs de la gendarmerie maritime ou encore des navires équipés de moyens de lutte contre les drones. Ces dispositifs reposent sur une coopération interarmée et interministérielle. Quittons la Côte d'Azur pour le Finistère. Le 7 juin, l'école de Mestrance célébrera sur le site du Centre d'instruction navale de Brest un moment solennel. Il s'agit de la présentation au drapeau de la promotion Premier maître France Le Guen. Et cette cérémonie rassemblera 375 élèves mestranciers et leurs familles, mais aussi 150 mousses et 300 élèves du lycée naval, également en formation sur le site. Elle sera présidée par le vice-amiral d'escadre Jean-François Queyrat, préfet maritime et commandant de la zone maritime de l'Atlantique et de la Manche, et la participation de l'ancien ministre Jean-Yves Le Drian,
parrain de la promotion de l'école des mousses. La présentation au drapeau constitue un jalon essentiel dans la formation des élèves mestranciers et elle fait entrer symboliquement ces futurs cadres de la Marine nationale dans le rôle d'officiers mariniers. J'en ai terminé avec les actualités. Nous allons passer au focus thématique, sauf si vous avez des questions. Alors, passons au focus thématique, consacré aux enseignements tirés par les armées françaises de l'utilisation des drones dans le conflit russo-ukrainien. Lors d'un conflit armé, l'agilité, l'innovation et la capacité d'adaptation donnent un avantage considérable. L'invasion russe de l'Ukraine en est un des exemples les plus récents et les plus marquants. Cette guerre a vu l'apparition, l'expérimentation et le perfectionnement de nombreux systèmes d'armes et leur doctrine d'emploi. Les drones, notamment les mini- et micro-drones, en constituent l'un des exemples les plus visibles. Depuis février 2022, ils ont joué un rôle majeur dans les opérations militaires, offensives comme défensives, obligeant l'adversaire à s'adapter et à trouver la parade. L'emploi des drones sur le terrain, dont l'usage peut répondre à de multiples objectifs militaires, continue de se renforcer alors que les deux camps innovent sans cesse dans l'objectif d'obtenir et de conserver l'ascendant. Nous en avons eu un bel exemple récemment avec l'opération Toile d'araignée. Mais je n'en dis pas plus et cède la parole maintenant au général Breton afin qu'il vous présente plus en détail justement ces enseignements et leurs enjeux pour nos forces comme pour la réflexion stratégique dans son ensemble. Général, c'est à vous. Bonjour à tous, très honoré de m'exprimer devant vous ce matin. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je profiterai de cette tribune pour vous indiquer que le CICDE fête cette année son 20e anniversaire. Et donc à cette occasion, nous organisons la semaine prochaine, donc le 12 juin, à l'école militaire, un colloque ouvert au public et intitulé « 20 ans d'évolution de la conflictualité et quelles perspectives pour demain ». Donc c'est ouvert au public. Comment dire, vous pouvez vous inscrire sur les liens disponibles sur les réseaux sociaux, sur les moteurs de recherche. Et donc c'est le 12 juin. Rentrons à présent dans le vif du sujet pour parler donc des enseignements qu'on tire de l'usage des drones en Ukraine. Donc un usage qu'on constate comme un niveau jamais vu auparavant et un usage aussi, on va dire, très différent de ce qu'on avait pu voir ailleurs, par exemple sur la guerre du Haut-Karabakh. Donc dans la présentation, je parlerai indifféremment des usages à la fois ukrainiens et russes, sans nécessairement faire la distinction entre les deux, et tout en pouvant malheureusement pas être exhaustif vu le temps imparti. Donc dans cette guerre, on voit bien évoluer des drones effectivement dans les trois milieux de confrontation traditionnels, à savoir le milieu terrestre, le milieu maritime et surtout le milieu aérien. Donc dans le milieu terrestre, les drones naturellement sont des drones roulants, hein, donc des drones à roues ou des drones sur chenillés. Donc ils sont surtout utilisés à des fins logistiques, principalement pour acheminer du ravitaillement sur la ligne de front, mais également pour permettre l'évacuation aussi de blessés. On voit aussi quelques drones armés hein, qui ont été utilisés. Mais d'une manière générale, l'usage des drones terrestres reste assez limité pour plusieurs raisons. Un, du fait de leur difficulté à se mouvoir, à se déplacer sur des terrains très accidentés aux abords du front. Et puis deux, surtout du fait en fait, de leur vulnérabilité, de leur grande vulnérabilité face à la menace des drones aériens, qui est une menace absolument omniprésente. Ensuite, les drones navals, donc, qui sont principalement utilisés par les Ukrainiens. Donc, on va trouver par exemple, donc, des drones navals kamikazes hein, qui vont aller se faire exploser sur la coque des navires ciblés. On peut également observer de plus en plus de drones équipés de missiles antiaériens qui ont eu quelques succès aussi ces derniers mois. Mais surtout, ce qui est important, c'est que l'Ukraine, qui n'a plus du tout de marine, hein, plus du tout de marine militaire, puisque tous ces bâtiments de guerre ont été détruits en février 2022, eh bien, l'Ukraine, finalement, a réussi à chasser la marine militaire russe de toute la partie occidentale de la mer Noire et
Et ce, grâce à ces missiles de défense côtière, mais surtout grâce à ces drones navals. Donc voilà, la mer Noire n'est plus un lac russe. La flotte russe y a perdu à peu près une vingtaine de navires et elle a même dû se replier de ses ports de Crimée pour se replier plus à l'est. Sur les drones aériens, donc qui sont vraiment les plus répandus et pour lesquels, je pense, les évolutions sont les plus significatives, les plus spectaculaires. Schématiquement, il y a 3 types de drones aériens en Ukraine. Donc des drones MAM et MAL, donc drones moyenne altitude, longue endurance. Des drones, des munitions préprogrammées, des drones OWA, qu'on va appeler donc One Way Attack, donc c'est encore un acronyme anglais. Et puis des mini et micro-drones, donc de contact, qui sont principalement utilisés sur la ligne de front. Donc sur les drones MAM et MAL, donc ce sont des drones qui sont, vous le savez, donc assez gros, qui avoisinent la tonne, 1000 kilos, qui sont capables de passer plusieurs dizaines d'heures parfois en vol. Le plus célèbre sur le théâtre ukrainien, c'est le TB2 Bayraktar, drone armé de fabrication turque, qui a connu son heure de gloire au début de l'invasion à grande échelle, et en faisant, si vous me permettez l'expression, des cartons sur les colonnes de blindés russes. Mais aujourd'hui, ce drone vole beaucoup moins. Il est cantonné à la surveillance de la mer Noire. Il est obligé de se tenir éloigné du front parce qu'en fait, il est très vulnérable face à la défense aérienne russe. Second type de drone qu'on aperçoit, ce sont donc les drones One Way Attack, donc en français, on va dire drones d'attaque à sens unique. C'est-à-dire, en gros, c'est des drones qui ne sont pas prévus de revenir. Ce sont des drones longue portée qui sont capables de parcourir plusieurs centaines de kilomètres pour aller frapper le dispositif adverse en profondeur. C'est-à-dire qu'ils vont principalement en fait, cibler des infrastructures, des sites militaires, des usines. Ce sont des drones qui s'apparentent en fait à des missiles de croisière low cost, on les appelle comme ça, à bas coût. Et le plus célèbre, naturellement, c'est le sinistre drone Shahed de fabrication iranienne, mais maintenant qui est de plus en plus fabriqué en Russie. Et bon, le Shahed, ce sont des drones qui n'ont rien d'exceptionnel. Leur charge militaire est relativement faible. Ils ne sont pas capables de frapper notamment des infrastructures durcies. Ce sont des drones qui sont relativement lents, peu manœuvrants, et donc qui sont très, très vulnérables à la défense aérienne. Et d'ailleurs, 70 à 90% des drones Shahed sont neutralisés par les Ukrainiens, sont neutralisés en vol. Mais ce qui fait la force de ces drones, c'est vraiment le nombre, la masse, le volume qui constitue. Et voilà, si vous avez un graphique qui vous présente l'évolution et l'augmentation continue du nombre de tirs russes dans la profondeur ukrainienne. Et donc vous pouvez voir une évolution, une augmentation continue depuis l'été 2022 avec des points intéressants à plus de 4000 tirs par mois. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que l'essentiel en fait de cette hausse, elle est due au drone Shahed. Donc c'est la partie orange des barres sur le graphique. Donc les drones Shahed sont tirés en masse dans des salves, mais des salves qui incluent également, dans lesquelles sont noyés des missiles de croisière, enfin des missiles beaucoup plus sophistiqués, très performants, qui sont donc représentés par la partie bleue sur le graphique. Et donc des missiles, c'est des missiles balistiques, des missiles de croisière supersoniques, hypersoniques, et qui sont donc beaucoup plus chers, qui coûtent beaucoup plus cher que les Shahed. Donc on voit le nombre de Shahed tirés a été multiplié par 10 en 2 ans. En revanche, le nombre de missiles sophistiqués et performants, lui, il est resté relativement faible et constant à travers le temps. Et donc le concept de frappe russe, il est assez intéressant parce qu'en fait, il parvient bien à marier la high-tech avec la low-tech.
Donc les drones Shahed à bas coût viennent très concrètement en fait saturer les défenses aériennes ukrainiennes, et ce faisant en fait ils facilitent la tâche aux missiles beaucoup plus performants qui franchissent plus facilement en fait les rideaux défensifs ukrainiens. Voilà, donc le low cost sature, et ensuite le high-tech, high-cost vient exploiter cette saturation. Donc voilà pour l'intérêt de ce type de drone one-way attack. Ensuite, troisième type de drone, ce sont les mini et micro-drones donc, de contact qui évoluent donc, près du front. Ce sont donc des drones de petite taille qui, comparés à tous ceux qu'on vient de voir, ce sont donc des drones qui pèsent moins de 150 kg et même pour la plupart moins de 25 kg, qui ont donc une autonomie portée beaucoup plus limitée, donc 15-20 km. Ces drones en fait réalisent une très grande variété de missions. Ils sont donc vous avez d'abord naturellement des drones d'observation qui surveillent le champ de bataille. Donc ces drones sont omniprésents dans certaines portions du front de la ligne de front, et donc il est parfois très difficile, voire impossible de se cacher. Le champ de bataille est quasiment presque complètement transparent sur parfois des profondeurs de 10-20 km de part et d'autre de la ligne de front. Vous avez ensuite des drones à capacité cinétique, c'est des drones qui sont équipés de charges explosives militaires. Donc il s'agit de drones bombardiers. Et puis vous avez ensuite massivement présents les fameux drones FPV, donc First Person View, qui sont des drones kamikazes, pilotés par des opérateurs donc équipés de masques de réalité virtuelle. Notez que ce sont ces drones FPV qui ont été les protagonistes le week-end dernier de la très audacieuse opération Toile d'araignée contre les bases aériennes, contre certaines bases aériennes russes. Donc opération, si vous voulez, dont on pourra pas reparler pendant la partie questions-réponses, mais qui, entre parenthèses, nous montre bien que les Ukrainiens sont toujours à la pointe de l'innovation, et contrairement à ce que certains essaient de nous faire croire, le temps ne joue pas pour la Russie, et la Russie n'est pas en train de gagner cette guerre. Voilà. Donc l'usage de ces drones bombardiers et FPV est en constante augmentation depuis leur apparition il y a seulement finalement 2 ans et demi, ce qui est relativement peu. Et aujourd'hui, ils sont à l'origine d'à peu près 75% de l'attrition, à la fois du côté russe et du côté ukrainien. Il y a une parité entre les Russes et les Ukrainiens en matière de drones de contact. Et donc, face à cette menace qui est permanente, il y a de nombreuses zones dans lesquelles les blindés, les véhicules, les chars ne se déplacent plus, presque plus aux abords du front. Ils restent enterrés, camouflés, et notamment pour tenir des positions durcies. Coût unitaire de ces types de drones entre 500 et 3000 euros pièce, ce qui leur confère un rapport efficacité-coût absolument remarquable, surtout quand on les compare au prix des équipements qui sont capables de neutraliser. Ces drones commencent également à intégrer des briques d'intelligence artificielle, notamment pour leur permettre un guidage automatique sur la phase terminale de l'attaque, c'est-à-dire quand ils vont se rapprocher de leur cible, la partie du vol où en fait ils vont être le plus soumis au brouillage électromagnétique. Et donc on voit bien que c'est le prélude. Donc il y a toute une dynamique autour de l'autonomisation des drones. C'est vraiment le prélude à la robotisation à low cost, donc à bas coût, du champ de bataille. Et on voit également, je vous parlais des problématiques de la guerre électromagnétique, on voit également de plus en plus de drones philo-guidés par de la fibre optique. Donc vous voyez le drone sur l'image que je vous présente, il y a une grosse bobine de fibre optique qui fait quelquefois 10-15 km de long sous le drone. Et donc ces drones philo-guidés, naturellement, sont insensibles au brouillage électromagnétique. Ensuite, vous avez plein d'autres usages. Alors, je ne vais pas pouvoir toutes les citer, mais je vais aller assez rapidement. Donc, vous avez des drones Dragon
qui sont des sortes de drones lance-flammes. Vous avez des drones mer ou poupées russes qui capables de transporter des drones FPV par grappe de 2, par exemple, pour augmenter leur rayon d'action. Et puis, naturellement, les drones chasseurs de drones. Vous avez les drones poseurs de mines ici, également. Vous avez également les drones chasseurs de drones qui commencent à se développer à un rythme très impressionnant. Drones qui vont aussi chasser aussi des hélicoptères, pas uniquement d'ailleurs des drones. Voilà, donc on constate vraiment une multiplication des cas d'usage de ces drones aériens. La liste, elle est longue. Et multiplication des cas d'usage qui est conjuguée à une multiplication du nombre de drones livrés aux forces, puisque en 2025, l'Ukraine prévoit de livrer à ses forces armées plus de 4 millions de drones, principalement des drones de contact. Et donc, vous voyez, ça fait une consommation à peu près quotidienne de 10 000 drones par jour. Voilà, donc très impressionnant. Donc voilà pour les drones aériens. Il semble faire quelques remarques de portée générale, intéressant de faire quelques remarques de portée générale sur les facteurs de succès de ces drones qui, vous l'avez vu, jouent un rôle considérable dans cette guerre. Ce qui fait leur succès, c'est d'abord leur rapport efficacité-coût qui est absolument remarquable, qui permet de produire en fait des effets militaires en masse et donc à très bas coût. Ensuite, ces drones sont des concentrés de haute technologie, mais de la haute technologie, on va dire, pas chère, très accessible, parce qu'en fait, on la retrouve dans de très nombreux équipements du quotidien, grand public, comme par exemple les smartphones. Un smartphone, c'est un concentré de haute technologie. C'est la technologie très performante, mais pas chère, parce que produite à très grande échelle. Voilà. Donc c'est pour cette raison qu'en fait, avec les drones, on arrive finalement à marier, à réconcilier deux principes, deux notions qu'on pensait antinomiques et opposées, à savoir la masse et la technologie. La masse et la technologie. Donc on arrive à produire en fait en nombre des armes relativement sophistiquées avec de la haute technologie à bas coût, et ça c'est absolument fondamental. Du côté ukrainien aussi, à noter un écosystème très innovant autour de ces drones, un écosystème qui mêle des soldats qui ont une expérience récente du combat, des geeks qui sont issus de la société civile ukrainienne, et puis un écosystème de plus de 300 startups qui fabriquent ces drones. Donc ce petit monde également est animé par le principe d'économie des moyens. Donc les drones sont conçus pour satisfaire le juste besoin, exprimé en boucle très courte par les opérationnels, par les utilisateurs eux-mêmes. Donc il n'y a pas de surspécification technique, il n'y a pas non plus de maintenance. Les drones sont considérés comme du consommable, et donc au même titre que les munitions. Voilà. En revanche, point important, ces drones sont très vite frappés d'obsolescence. Et d'une manière générale, dans cette guerre-là, vous l'évoquez, Madame la déléguée, la boucle d'adaptation entre le glaive et le bouclier est extrêmement rapide. Il faut généralement quelques semaines pour qu'un des belligérants parvienne à identifier la parade à une innovation qui a été développée par son adversaire. Et la boucle d'adaptation la plus rapide, elle concerne justement ce qui oppose en permanence les drones à la guerre électromagnétique, parce que le principal ennemi des drones, c'est la guerre dans le champ électromagnétique. Voilà, donc pour cette raison, en fait, l'architecture logicielle des drones, elle est open source, elle est donc commune à tous les drones ukrainiens. C'est une architecture logicielle aussi qui est modulaire, donc ce qui veut dire en fait la cellule, la motorisation, les équipements à l'intérieur du drone évoluent relativement peu. En revanche, la couche logicielle qui permet à tout ça de fonctionner ensemble, elle est mise à jour en moyenne environ toutes les 6 à 12 semaines, donc mise à jour pour les fonctions communication, navigation, pilotage.
principalement. Et principalement pour échapper justement aux évolutions de la guerre électromagnétique. Alors pour conclure, quelles sont les conséquences de cette nouvelle donne pour les armées françaises? Eh bien, nous sommes clairement résolument engagés dans cette dynamique autour des drones, en nous inspirant naturellement de ce qu'on voit en Ukraine. Donc les rétex nos retours d'expérience menés par des organismes comme le mien viennent directement nourrir nos processus de développement capacitaire, même si naturellement il faut toujours être prudent sur les leçons qu'on tire de cette guerre, puisqu'on ne sera jamais tout à fait dans le même contexte. Voilà, mais on voit bien que dans un premier temps, ce qu'il faut faire vis-à-vis de cette menace, vis-à-vis de ces drones-là, il faut s'en protéger. Donc il y a vraiment un effort important qui a commencé déjà il y a plusieurs années, donc en matière de lutte anti-drone. On voit bien que c'est une menace qui devient proliférante et qui est en évolution permanente. Et naturellement, ce qui s'est passé ce week-end avec l'opération Toile d'araignée interroge la pertinence aussi de nos capacités actuelles et de nos projets à venir. Ensuite, naturellement, les armées françaises doivent utiliser davantage des drones dans le quotidien de leurs opérations. Donc de ce côté-là, il y a un nombre foisonnant de projets, d'initiatives. Je serai incapable de tous les citer du reste. Je vais juste faire un focus sur un certain nombre d'entre eux. J'ai déjà parlé de ce que nous, au CICDE, on fait. Donc on a publié par exemple récemment un concept exploratoire sur les essaims de drones. On vient de sortir aussi un nouveau concept exploratoire sur la frappe dans la profondeur, qui inclut notamment les drones one-way attack, des drones longue portée du type Shahed. Nous sommes également en train d'écrire un concept exploratoire sur la robotisation du champ de bataille. Voilà, donc on est au cœur de cette réflexion autour de ces drones et plus généralement autour de cette robotisation du champ de bataille. Je vais citer également ce que fait l'armée de terre. L'armée de terre qui a un vaste plan d'équipement qui est en cours, qui est mené sous l'égide du commandement du combat futur, le CCF. Et juste un exemple, l'armée de terre, elle est en train également de construire des écoles de pilotes de drones, donc qui sont appelés des centres d'entraînement tactique drone, directement inspirés de ce qui existe en Ukraine. Et l'idée, c'est d'avoir un centre pour chaque brigade de l'armée de terre. Je peux également vous parler du pacte drone, qui a une finalité vraiment équipement. Donc pacte drone qui a été signé il y a un an par Sébastien Lecornu. Donc c'est un pacte qui vise à structurer la filière industrielle française dans le domaine des drones low cost. Donc il prévoit, ce pacte, entre autres, la livraison de 1000 drones de contact à consommer juste pour l'exercice Orion. Et puis il y a un gros travail aussi de développement sur un drone français one-way attack, là aussi low cost, avec des industriels français et en particulier avec des industriels de l'automobile. Je peux également vous citer une initiative au niveau européen qui s'appelle ELSA, European Long Range Strike Approach, qui regroupe 6 pays européens. Donc c'est une initiative qui vise au départ à renforcer au départ et toujours maintenant, renforcer les capacités européennes de frappe longue portée, donc les frappes dans la profondeur. Et naturellement, ça inclut également un volet drone low cost one-way attack type Shahed. Voilà très rapidement pour ce que je voulais vous dire, les grandes lignes de notre texte sur les drones. Je vous remercie de votre attention et puis je me tiens à votre disposition pour vos éventuelles questions. Comme prélude à la robotique qui prend son essor, comment les armées françaises intègrent la dimension éthique ? Alors c'est une question importante qui a été question importante qu'on a bien en tête. D'ailleurs, je trouve que ça a été souligné par le ministre lors du sommet de l'IA à Paris en mars dernier, cette problématique. Auparavant également, Florence Parly avait saisi le comité d'éthique de la défense
qui a été établi en 2021 sur cette question du robotisation du champ de bataille. Donc, le comité d'éthique a dû rendre ses conclusions en 2021 ou 2022, j'ai plus la date précisément en tête, un rapport qui s'appelait SALIA, sur les systèmes d'armes létaux intégrant l'autonomie. Donc, il y a une grosse réflexion en cours. Réflexion qui souligne aussi le fait qu'il ne faut pas être naïf, il ne faut pas être angélique, il ne faut pas faire preuve d'angélisme sur cette question de la robotisation du champ de bataille. Je pense qu'il faut éviter ce qui s'est passé il y a 20 ans sur la question des drones armés, où on a tergiversé pendant une dizaine d'années avant finalement de s'y mettre. Et au résultat, aujourd'hui, on a 15 ans de retard en matière de drones armés. Donc, voilà. Donc, pas faire preuve d'angélisme. La question fondamentale, en fait, un robot, c'est comme une arme. C'est une arme. Ce qui va être important, en fait, c'est la façon dont vous allez cadrer son emploi. Donc, un couteau, un fusil, en soi, si vous cadrez mal son emploi, vous allez enfreindre potentiellement le droit des conflits armés. Et donc voilà, en fait, il faut cadrer l'emploi de ces armes-là. Donc, ce n'est pas tellement l'arme en soi qui pose un problème, c'est la façon dont vous allez l'utiliser. Donc, il y a une grosse réflexion française sur ce sujet-là. Moi, ce que je dis aux gens qui sont assez fermés sur cette question, je dis, écoutez, le problème de fond, c'est que nos compétiteurs, ils avancent sur ce sujet-là. Très rapidement, ils vont déployer des robots sur le champ de bataille. Et on va avoir un problème si, en face, nous, on est capable uniquement d'aligner des soldats qui, malheureusement, vont se faire massacrer par ces robots-là. Donc, il faudra absolument être capable de mettre des robots en face des robots et pas attendre 15 ans pour le faire. Donc, voilà. Merci. Pragmatisme. Bonjour, mon général. Merci beaucoup pour cette intervention. J'ai 2 questions. La première, c'est est-on aujourd'hui ou demain en mesure d'apporter une réponse efficace pour répondre à la problématique que pose la saturation du ciel? Et si oui, est-ce que cette solution est rentable? Parce que je ne doute pas qu'on ait aujourd'hui les moyens technologiques qui permettent de répondre à ça. Mais si aujourd'hui un acteur décide de saturer le ciel et que ça lui coûte peu cher, est-ce que ce n'est pas un piège financier qui nous tend? La deuxième question, j'ai bien compris qu'aujourd'hui les drones prenaient une place importante dans les conflits de haute intensité, surtout avec une ligne de front entre l'Ukraine et la Russie. Je me demande, est-ce qu'on peut envisager ce type d'utilisation d'armes dans des conflits asymétriques avec des acteurs tels que des groupes terroristes, par exemple? Je ne sais pas si c'est classifié, si on peut en parler, mais s'il y a des choses aujourd'hui, des opérations qui ont été menées, par exemple, sur le territoire national, si on se rend compte que ça coûte peu cher, est-ce que c'est un danger supplémentaire? Merci pour votre question. Donc, comment répondre efficacement à la saturation du ciel? Donc, c'est un vrai sujet. Je pense que déjà, il faut être capable d'agir en amont, avant que le ciel soit saturé. Donc, être capable d'identifier d'où viennent ces objets saturants. Ensuite, si effectivement on est confronté à cette saturation, l'arme la plus efficace, ça reste la guerre électromagnétique, avec laquelle vous pouvez faire tomber vraiment en masse ce qui sature le ciel. Donc, guerre électromagnétique qui aujourd'hui prend la forme de brouillage, par exemple, des liaisons entre le drone et son opérateur, brouillage de la connexion avec les constellations de positionnement par satellite, le GPS. Et la difficulté, effectivement, si le brouillage ne fonctionne pas, ensuite, il faut utiliser de l'armement cinétique. Le problème, effectivement, il va falloir beaucoup de munitions pour pouvoir frapper ce genre de choses. Donc, une solution, ce sont peut-être, suite de l'évolution de la guerre dans le champ électromagnétique, les armes à énergie dirigée, donc sous 2 formes, armes à énergie dirigée laser, typiquement c'est Star Wars. Donc, c'est une solution. Donc, oui, pour le coup, du moment que vous avez une réserve d'électricité suffisante, vous pouvez tirer autant de coups que vous voulez. Et puis ensuite, aussi, armes à énergie dirigée électromagnétique. Donc, ça consiste en la diffusion d'une sorte d'impulsion électromagnétique vers l'objet que vous voulez atteindre. Et cette impulsion, elle va rentrer dans le système et elle va griller l'électronique à l'intérieur. Voilà.
Donc ça, c'est des pistes qui sont envisagées. Après, ce qui est intéressant de voir en Ukraine, comment les Ukrainiens arrivent à faire tomber massivement les drones Shahed. Donc en ce moment, on est sur des tirs de l'ordre de 300 Shahed par jour. Donc tirés quasiment tous en même temps, avec des trajectoires de plus en plus complexes, compliquées, probablement même des buts d'essaim de drones au sein des Shahed. Les Ukrainiens, en fait, ils essaient de pas du tout utiliser, pour abattre des Shahed, des missiles de défense aérienne chers et performants. Donc ils essaient de conserver ces missiles de défense aérienne chers et performants pour les missiles de croisière high cost que j'évoquais précédemment. Et donc les Shahed, ils vont les faire tomber. Donc ils vont essayer de privilégier, effectivement, là encore une fois, la guerre électromagnétique. Donc il y a à peu près 30-40% des Shahed aujourd'hui qui tombent grâce à la guerre dans le champ électromagnétique. Et ensuite, ils vont utiliser des canons, des canons assez rustiques pour aller taper les drones qui continuent à voler. Notamment, ils ont des équipes qui sont installées sur des pick-up, donc avec des mitrailleuses 12-7, des équipes qui sillonnent en permanence l'Ukraine, qui se guident en fait avec des systèmes, donc ils ont des tablettes dans lesquelles en fait, ils arrivent à savoir à peu près d'où arrive le drone, notamment grâce à des capteurs acoustiques entre autres. Et donc ces équipes plus des canons aussi plus classiques, voilà, font le reste du travail. Voilà. Mais ceci dit, l'objectif de la Russie, c'est de tirer toujours plus de Shahed et de saturer effectivement ces équipes. Donc ça reste un problème. Voilà, j'espère que je réponds correctement à votre première question. Sur les conflits asymétriques, oui, clairement, on va voir, enfin, on a déjà vu apparaître, on a déjà vu ce type de menace. À plusieurs reprises, Daesh a utilisé des drones bricolés qui transportaient une grenade et qui larguaient ça au-dessus de la position de nos troupes. Il y a eu des soldats de la coalition alliée qui ont été blessés, peut-être même tués du fait de cette utilisation-là. Donc oui, c'est une menace proliférante, c'est une menace en évolution permanente, mais c'est une menace qu'on ne découvre pas. Je vous rappelle tout l'effort de lutte anti-drone qui a été fait et avec succès durant les Jeux Olympiques de Paris en 2024. Donc voilà, donc c'est pas quelque chose qu'on découvre, mais la menace évolue en permanence et donc la lutte anti-drone, elle doit s'adapter en permanence à l'évolution de cette menace. Merci. Bonjour Général, Franck-Alexandre d'RFI. Au Sofins, on avait pu voir les industriels proposer des programmes de drones de défense assez avancés d'ailleurs. Qu'en est-il pour les armées françaises? Est-ce qu'on peut s'attendre à être doté bientôt de dessins de drones de défense pour protéger la base d'Istres par exemple ou la base de Saint-Dizier? D'accord. Drones de défense, c'était des petits drones, des mini-drones qui sont capables d'aller attaquer un autre drone, c'est ça que vous voulez voler? Okay. Alors oui, il y a beaucoup de projets dans ce domaine-là, donc on regarde avec attention. Il n'y a pas de plan d'équipement aujourd'hui qui a été défini, mais il y a des initiatives aussi portées par l'OTAN dans ce domaine-là, dont j'ai entendu parler, qui visent effectivement à venir saturer l'espace aérien autour des drones et faire en sorte que le drone tombe, parce qu'en fait, il y a plein de petits drones autour de lui qui vont le faire tomber. Même chose aussi, même concept utilisé, par exemple, à l'encontre des bombes planantes russes. Les bombes planantes, c'est quelque chose d'assez terrible. C'est des bombes, le corps de bombes rustiques fabriquées, qui datent, dont les Russes disposent de stocks considérables, bombes qui ont été fabriquées dans les années 50, 60, 70. Ils ont des stocks énormes. Et donc les bombes planantes, les Russes ont été assez subtils. Ils ont pris ces corps de bombes massivement disponibles et ils ont incorporé à l'avant de la bombe un kit de guidage et à l'arrière un système à ailettes qui permet de tirer ces bombes à distance de sécurité, 70-90 km de leur cible. Le problème de ces bombes, c'est qu'elles font pour les plus légères 500 kg, 1500 kg, 3 tonnes. Donc quand elles tombent, elles font très 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 mal.
Nous, le standard de nos bombes, c'est 250 kg, même si on a quelques 1000 kg. Donc c'est un vrai souci. Et les Ukrainiens avaient énormément de difficultés à dévier ces bombes de leur trajectoire. Bon, ils ont trouvé le moyen de les brouiller, de bouger leur trajectoire, mais la bombe, elle finit quand même par tomber quelque part. Donc même si elle perd de sa précision, elle finit toujours par tomber finalement sur l'Ukrainien et à faire des dommages, surtout quand les cibles visées sont en ville. Et donc une solution, c'est d'utiliser, pour en revenir à ce que vous évoquiez, c'est d'utiliser des petits drones qui vont venir se mettre sur la trajectoire de cette bombe planante pour la détruire en vol. Voilà, donc même principe. Voilà, mais aujourd'hui, ça reste quand même très embryonnaire. On est vraiment au stade expérimental. Donc, il n'y a pas encore de plan d'équipement défini. Bonjour Général, Mathieu Rabéchaud, AFP. J'ai une question sur l'opération Spiderweb. Est-ce que, pour ce que vous pouvez en savoir, vous constatez une utilisation d'algorithmes IA sur les drones utilisés, et quels enseignements tirez-vous de cette attaque pour la protection de nos empreintes? Alors, sur l'opération Toile d'araignée, j'en sais pas forcément beaucoup plus que vous, puisque et que ce qu'indiquent les sources ouvertes. Effectivement, donc 5 bases aériennes stratégiques russes qui ont été ciblées, des bases liées à l'aviation à long rayon d'action, donc qui est normalement chargé en fait de toute enfin, ce sont des bombardiers stratégiques nucléaires à la base, qui mènent également régulièrement des missions conventionnelles de frappe sur l'Ukraine. Donc manœuvre extrêmement ingénieuse, très innovante, très audacieuse à la gloire des Ukrainiens. Le bilan reste à confirmer. Les Ukrainiens indiquent que 41 avions ont été détruits ou endommagés. Ce que disent les sources ouvertes, notamment les images satellitaires disponibles en sources ouvertes, qui ont été capables d'observer 2 des 5 bases seulement, c'est qu'effectivement, au total, il y a 8 TU-95 et 4 TU-22 qui ont été détruits. Donc là encore, ce sont de gros bombardiers stratégiques, de gros avions, que la Russie n'arrivera pas à reconstruire. Les chaînes sont arrêtées. La Russie a perdu avec ces avions-là une partie de sa capacité aussi de gesticulation nucléaire, et d'intimidation vis-à-vis des pays occidentaux, parce que c'est ce type d'avion que vous voyez régulièrement pénétrer, venir agacer, titiller les défenses aériennes occidentales. Pour la France, donc ils viennent régulièrement dans la Manche, sur la façade atlantique. Et donc, je pense que c'est une sacrée perte pour les Russes. Donc, on voit également des avions, probablement des avions A-50 mainstay, qui sont des AWACS russes, donc qui sont qu'on appelle high value target, donc des cibles haute valeur ajoutée, très haute valeur ajoutée. Les Russes, on a probablement perdu depuis le début de la guerre 4 ou 5 sur un parc de 9. C'est pareil, ça ne se reconstruit pas, ces avions-là. Donc, c'est des pertes considérables. Voilà, donc manœuvre très audacieuse. Voilà, je me suis permis cette petite digression par rapport à votre question. Alors, je ne sais pas exactement si c'est vrai que les drones FPV utilisés ont utilisé uniquement de l'IA. J'avais compris qu'un certain nombre d'entre eux étaient quand même téléopérés à distance depuis l'Ukraine par des opérateurs qui étaient connectés aux drones via le réseau 4G russe. Donc il y avait des cartes SIM russes à l'intérieur du drone et l'opérateur en Ukraine qui pilotait son drone par Internet. Certes, il y a un temps de latence important probablement entre les ordres donnés et puis l'ordre donné et puis la réponse du drone, mais s'agissant de cibles qui ne bougeaient pas, qui étaient fixes, je pense que ce n'était pas un problème. Donc je ne sais pas exactement s'il y a effectivement des algorithmes d'IA qui ont été utilisés dessus. Néanmoins, effectivement, j'en ai parlé dans ma présentation, on voit bien qu'il y a une tendance de fond. Aujourd'hui, la première brique d'IA, c'est le guidage automatique sur le dernier kilomètre, donc pour s'affranchir justement des problèmes de brouillage.
Et les Ukrainiens nous disent clairement travailler sur l'automatisation des drones sur les stades amont, c'est-à-dire sur toute la partie navigation et décollage. Et les choses manifestement avancent assez vite. Donc, à mon avis, d'ici la fin de l'année, on va apercevoir ce genre de choses. Et on va apercevoir aussi ce qu'on ne voit pas encore aujourd'hui, c'est-à-dire des essaims de drones autonomes. Donc aujourd'hui, les drones restent pilotés chacun individuellement par un opérateur. Il n'y a pas encore de drones capables d'évoluer de façon autonome tous ensemble, avec donc peut-être 50, 100 drones pilotés uniquement par un opérateur. Ça on ne voit pas encore, mais je ne serais pas surpris qu'on commence à apercevoir ça d'ici la fin de l'année et certainement en 2026. Voilà, je suis désolé, je ne réponds pas complètement à votre question. Merci. Non, mais je vous remercie. Bonjour, Clément Machecourt pour le magazine Le Point. Une première question sur les drones terrestres. C'est quoi les principales difficultés? Pourquoi ils ne sont pas encore autant développés que dans d'autres milieux, style aérien et maritime? Quels pourraient être ces drones dans le futur? Plutôt des gros drones, des drones moyens, des drones légers? Et je relance la question sur la question de mon confrère de l'AFP sur la protection des emprises françaises. Drones terrestres, ils ont des difficultés aujourd'hui à se déplacer sur le champ de bataille, notamment le champ de bataille qui a été largement travaillé par des tirs d'artillerie, donc qui est très accidenté. Donc, ce que nous disent les Ukrainiens, c'est que ces drones se retournent assez régulièrement. Ensuite, il n'est pas facile de les téléopérer parce qu'il y a souvent des masques sur le terrain. Il y a des masques à cause du relief, des masques entre l'opérateur et le drone, des masques avec les arbres. Et puis, ce que j'évoquais aussi, ce sont des drones qui sont vulnérables, très vulnérables à la menace des drones aériens, qui est omniprésente. En fait, ils se font repérer, ils se font cibler, comme ça avance très lentement. C'est un jeu d'enfant. Donc, vous voyez, par exemple, l'utilisation principale, c'était de la logistique au départ. Maintenant, je comprends, c'est que la manœuvre logistique, ils la font avec des drones aériens. C'est-à-dire qu'ils ont des drones aériens qui vont transporter des drones qui servent au bombardement, des drones bombardiers, en fait, qui sont double usage. Ils servent aussi à transporter des sacs de ravitaillement qui vont larguer, en fait, au-dessus des positions ukrainiennes. Ensuite, sur la protection de sites, alors si, je l'ai quand même évoqué, l'opération Toile d'araignée, la menace évolutive des drones, ça interroge nos modèles de développement. Il y a un gros plan d'équipement en matière de lutte anti-drone dans les armées françaises. Donc je reviens sur les JO, c'est pas une menace qu'on découvre. C'est un chantier qui a été lancé depuis plusieurs années. Maintenant, comme je le disais, c'est une menace évolutive. Donc la menace s'adapte à nos parades et nos parades doivent s'adapter également à la menace. Donc c'est un défi, c'est un vrai défi. C'est un vrai défi, je ne vous le cache pas. Bonjour, Pascal Samama, journaliste indépendant. On parle souvent du retard de la France en matière de drones. Est-ce que le retard le plus inquiétant, ce ne serait pas celui de la lutte anti-drone? Est-ce qu'on est au point, quand on voit les attaques qu'il y a eu en Russie ces derniers temps, quand on voit ce qui se passe en Ukraine, est-ce que le retard le plus inquiétant ne serait pas donc la lutte anti-drone? Merci. J'ai pas le sentiment qu'on soit en retard. Effectivement, c'est le problème numéro un. Avant de s'équiper nous-mêmes de drones, il faut se préparer, il faut se protéger de la menace. Donc c'est le sujet numéro un. Mais bon, je ne serais pas capable de vous dire. Je serais imprudent de vous dire que demain on ne sera pas victime d'une attaque. Mais je peux vous dire qu'on y travaille. Donc voilà, je n'ai pas beaucoup plus d'éléments à vous donner malheureusement. Mais on y travaille d'arrache-pied. Dire qu'on est plus performant, je pense qu'on a des industriels qui sont quand même assez performants dans ce domaine-là en matière de guerre électromagnétique, de brouillage, on sait faire. Merci beaucoup. S'il n'y a plus de questions, nous allons passer au point sur les opérations militaires françaises. Merci beaucoup, Général, pour cet exposé très complet. Merci, Madame la Directrice. Bonjour à tous et à toutes. Et on va commencer ce point sur les opérations avec la zone Europe, notamment sur son flanc oriental, où les armées françaises sont engagées au sein de l'OTAN pour assurer la sécurité et la défense collective.
On va commencer par l'Estonie, où à Tapa, du 26 au 28 mai, une centaine de soldats français du bataillon multinational de l'OTAN, sous commandement britannique, ont participé à une manœuvre de tir interarmes. Cet entraînement, réalisé 2 jours comme de nuit, a mobilisé les unités françaises aux côtés de leurs alliés dans des scénarios de combat offensifs ou défensifs, en forêt comme en tranchée. Les soldats de l'Alliance renforcent ainsi leur cohésion et leur capacité à combattre ensemble. Du 11 au 24 mai, le commandement de l'United States Army Europe, USARE, organise l'exercice majeur Defender Europe. La première phase de cet exercice, qui est Swift Response, s'est déroulée en Lituanie jusqu'au 26 mai. Les éléments aéroportés français ont été déployés par A400M et C-130J de l'armée de l'air et de l'espace. Swift Response a ainsi mobilisé plus de 1600 parachutistes de 5 nations, qui étaient les États-Unis, l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas et la France. Et il a démontré la capacité des forces alliées à réagir rapidement à une agression aux frontières de l'Alliance. On passe à la Roumanie, où le bataillon multinational de l'OTAN sous commandement français a achevé sa participation à l'exercice Dacian Spring 25. Cet exercice a été l'occasion pour les soldats sous commandement de l'OTAN de s'entraîner aux côtés de l'armée nationale roumaine dans l'exécution des plans régionaux de défense. Ces manœuvres s'inscrivent dans une volonté partagée des alliés de garantir une capacité de réaction rapide et crédible sur le flanc est de l'Europe. On passe au soutien apporté à l'Ukraine dans le cadre de la mission d'assistance militaire de l'Union européenne, EUMAM. La France poursuit son soutien au profit des forces armées ukrainiennes, avec des formations qui sont adaptées toujours aux besoins exprimés par le partenaire. Plus particulièrement en Pologne, la semaine a été marquée par la progression des stages dispensés par les instructeurs français aux chefs de groupe ukrainiens. Le stage chef de groupe comprend des entraînements au combat en zone urbaine, au combat en tranchée, au tir de mortier et au tir de précision à longue distance. On passe maintenant à la zone atlantique, notamment le nord et la mer Baltique, où l'OTAN poursuit l'activité de vigilance maritime Baltic Sentry pour dissuader toute menace sur les infrastructures sous-marines et stratégiques. Les armées françaises ont engagé jusqu'au 2 juin le chasseur de mines tripartite Andromède, avant qu'il ne soit remplacé par le chasseur de mines tripartite l'Aigle, au sein du Task Group de garde des mines de l'OTAN, le SNM-CMG-1. La France a aussi récemment déployé une frégate ainsi qu'un avion de patrouille maritime Atlantique 2 dans cette opération. En parallèle, toujours en mer Baltique, les armées françaises participent du 3 au 20 juin à l'exercice BALTOPS 25. Alors, depuis 1972, BALTOPS est un exercice annuel multilutte et multidomaine dirigé par US Naval Forces Europe Africa, NAVEUR. Il inclut des entraînements dans divers domaines tels que la défense aérienne, le combat de surface, les opérations amphibies, sous-marines et la guerre des mines. Cette 54e édition de BALTOPS en 2025 réunit 16 nations membres de l'OTAN. Ils ont plus de 9000 militaires alliés qui y participent, ainsi que 40 navires, 25 aéronefs. Les armées françaises déploient à cette occasion le chasseur de mines tripartite l'Aigle, le bâtiment base des plongeurs des mineurs Vulcain, un détachement de groupement de plongeurs des mineurs et ainsi qu'un Atlantique 2. L'exercice BALTOPS a pour but de renforcer l'interopérabilité entre les unités alliées. On passe à la Méditerranée, notamment au large de la Libye, où le patrouilleur de haute mer commandant Blaison poursuit sa patrouille dans la zone d'opération EUNAVFOR Med Irini. Je vous rappelle, lancée le 31 mars 2020, l'opération Irini vise notamment à faire respecter l'embargo des Nations Unies sur les armes à destination de la Libye, avec des moyens aériens, spatiaux et maritimes. Toujours en Méditerranée, on passe à la zone orientale où une frégate est toujours déployée pour contribuer à l'appréciation autonome de situation de la France dans cette région. En parallèle, cette frégate est placée en soutien des unités maritimes de l'OTAN déployées en permanence dans la zone. Elle organisera des actions de coopération avec les partenaires régionaux de l'Alliance, permettant de maintenir un haut niveau d'interopérabilité avec les marines alliées dans cette région. Au Liban, maintenant, les soldats français de la Force Commander Reserve, la FCR de la FINUL, poursuivent leur patrouille à travers l'ensemble de la zone d'opération en coordination avec les autres bataillons de l'ONU et en étroite collaboration avec les forces armées libanaises, les FAL. Les nombreuses missions de surveillance menées par les armées françaises contribuent à la stabilisation de la région afin d'assurer le respect de la résolution 1701 du Conseil de sécurité des Nations Unies.
passe maintenant à l'Irak où les rafales de la base aérienne projetée au Levant ont contribué à assurer la permanence aérienne de la coalition au-dessus de la zone afin de lutter contre la résurgence de Daesh. Du 22 au 29 mai, le détachement Rafale a effectué 12 sorties aériennes pour un total d'environ 52 heures de vol. Ces vols couvrent l'ensemble du spectre des missions aériennes, à savoir la défense, surveillance de l'espace aérien et la prise d'alerte pour l'appui aérien, ce qu'on appelle le Close Air Support, et la reconnaissance aérienne qui sont menées au Moyen-Orient au profit de la coalition. À terre maintenant, la Task Force Lamassu débute la dernière phase de la formation du 5e et dernier bataillon du désert irakien. À terme, ce sont donc plus de 2000 soldats irakiens qui ont été formés dans le cadre d'un partenariat bilatéral privilégié. Ces unités ont vocation in fine à être déployées aux frontières du pays pour effectuer des missions de contrôle et lutter contre la résurgence de Daesh. Passe à la mer Rouge maintenant, où une frégate française participe toujours à l'opération européenne Aspides, assurant la liberté de navigation des navires de commerce de Suez à Ormuz. Ce déploiement contribue à la lutte contre les trafics illicites dans la région. Cette frégate a également escorté le bâtiment ravitailleur norvégien Maud, illustrant une coordination opérationnelle fluide reposant sur l'excellence et la confiance mutuelle. On passe maintenant à la partie Afrique avec Djibouti, où cette semaine, les Mirage 2000-5 des forces françaises à Djibouti ont effectué 13 sorties aériennes. Ces vols s'inscrivent dans le cadre du maintien en condition opérationnelle des pilotes dans le domaine de la défense de l'espace aérien djiboutien. À terre maintenant, du 18 au 29 mai, les forces françaises stationnées à Djibouti, les FFDJ, ont réalisé une formation de tireurs d'élite au profit des gendarmes du GIGN djiboutien. Cette instruction englobait différents domaines, à savoir la préparation tactique de la mission, l'infiltration, le camouflage, la coordination des tirs. Cet entraînement continu aux côtés des forces de sécurité djiboutiennes contribue à renforcer la protection du territoire djiboutien. Par ailleurs, donc, du 17 au 28 mai, les moyens des FFDJ ont été mis à contribution pour l'évaluation tactique annuelle des écoles de formation des officiers des forces armées djiboutiennes. Tout ça dans le secteur d'Arta et d'Ali Sabieh. Dans ce cadre, ils ont bénéficié de l'appui des chalands de transbordement maritime, CTM, de la base navale française et des hélicoptères de la base aérienne pour réaliser un exercice de synthèse mêlant combat amphibie et appui-feu 3D. À Djibouti, les armées françaises s'engagent aux côtés et à la demande du partenaire dans le cadre du traité de coopération bilatérale. Toujours dans la zone Afrique, on passe au golfe de Guinée où le patrouilleur de haute mer commandant Bouin est en mission Corimbe, en étroite coopération avec les autorités guinéennes via l'architecture de Yaoundé. Le commandant Bouin a conduit une patrouille de surveillance des pêches dans une zone reconnue pour des activités de pêche illégales, non déclarées et non réglementées. Cette collaboration a permis la localisation et le signalement de plusieurs pêcheurs opérant illégalement auprès des autorités locales. Au cours de cette patrouille, un officier de marine mauritanien a pu embarquer à bord. Ces embarquements favorisent les échanges sur les enjeux partagés de la lutte contre les trafics en tout genre au bénéfice de la sécurité régionale. Enfin, le PHM a mené des exercices conjoints avec le patrouilleur espagnol Relampago. Les deux unités européennes ont coordonné leur patrouille afin d'optimiser l'efficacité de la Combined Maritime Forces, ce qui est la CMF qui appartient à l'Union européenne, contribuant ainsi à la mise en œuvre opérationnelle de l'architecture de Yaoundé, soutenue par les partenaires du Golfe de Guinée. On passe au Gabon maintenant, où les 29 et 30 mai, les éléments du détachement de liaison interarmée Gabon, le DLIA-G, et des parachutistes du 1er régiment parachutiste gabonais ont conduit un exercice de combat en jungle sous commandement gabonais. Cet entraînement a simulé la prise d'un village fictif au cours duquel les militaires français et gabonais ont été parachutés dans une zone difficile d'accès pour s'infiltrer et reprendre l'objectif aux mains d'une force adverse. Organisé par l'Académie de protection de l'environnement et des ressources naturelles, la PERN, cet exercice réaliste s'inscrit dans le cadre du partenariat du DLIA-G et des forces armées gabonaises dans les opérations de lutte contre l'orpaillage illégal, le pillage des ressources et le braconnage. En maîtrisant les techniques de combat en jungle et les opérations aéroportées, les militaires gabonais renforcent leur capacité à intervenir efficacement dans des environnements difficiles. On passe à la zone Indo-Pacifique, tout d'abord à Mayotte, où le bataillon de reconstruction, le BATREC, poursuit son action au profit de la population mahoraise. Par ailleurs, toujours à Mayotte, suite à un dialogue civilo-militaire qui est conduit avec les autorités préfectorales
et l'Agence régionale de santé, l'ARS, le concours des armées a été sollicité pour l'engagement d'une section du régiment du service militaire adapté, le RSMA de Mayotte, du 23 mai au 22 juin, dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de chikungunya. On passe à la zone Nouvelle-Calédonie, avec le bâtiment de soutien et d'assistance Outre-mer Bougainville, qui poursuit ses opérations dans le cadre de la mission de police des pêches Aquarius 25, dans le sud du Pacifique. Au cours de sa patrouille, le Bougainville a réalisé des manœuvres ainsi qu'un exercice d'assistance incendie conjoint avec le patrouilleur tongien Ngao Siliva. Le Bougainville se dirige désormais vers son port d'attache à Papeete. En Polynésie française, maintenant, la frégate de surveillance prairiale a terminé sa mission de souveraineté Pacifique Aito 25.4 dans les archipels des Gambiers et Tuamotu. Cette mission a pour but d'assurer la surveillance des espaces maritimes les plus éloignés dans le cadre de la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non autorisée. On passe à la zone Amérique maintenant. Dans le cadre de l'opération de lutte contre le narcotrafic Caraïbe Royal, un bâtiment de la Marine nationale a procédé à l'interception de 2 embarcations en mer des Caraïbes et dans l'océan Atlantique, entraînant la saisie de près de 4 tonnes de produits stupéfiants. Le bilan des saisies des forces armées aux Antilles depuis le début de l'année s'élève maintenant à 14 tonnes de produits stupéfiants. Les FA mènent régulièrement ce type d'opération qui contribue à la stabilité régionale et à la protection des populations. En Guyane maintenant, les patrouilles conjointes entre les forces armées en Guyane, les FAG et la gendarmerie se poursuivent dans la zone ouest et est du territoire. La semaine dernière, les FAG ont terminé une opération conduisant à la destruction de sites illégaux comprenant 24 puits par les sapeurs du 9e régiment d'infanterie de marine, le 9e RIMA. Poursuit maintenant, pour terminer avec la zone océan Atlantique, avec la mission Jeanne d'Arc. Donc après une escale à Saint-Pierre et Miquelon qui s'inscrivait dans le cadre des missions de souveraineté des armées, le groupe amphibie Jeanne d'Arc a débuté sa traversée de l'Atlantique. Le passage au large du Groenland et du cercle polaire arctique a permis aux jeunes officiers de se mesurer aux exigences de la navigation en zone de grand froid. La mission Jeanne d'Arc est actuellement en escale à Reykjavik pour une séquence de coopération bilatérale avec le partenaire islandais. Ça conclut mon intervention et je suis prêt à répondre à vos questions. Merci beaucoup, colonel. Avez-vous des questions? Merci beaucoup. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un point presse qui sera consacré notamment au quantique dans le cadre de nos présentations sur les innovations et également en marge de Vivatech. Le point presse sera consacré donc au quantique. Merci beaucoup, très bonne fin de semaine et à la semaine prochaine.